Je vous resserre, messieurs. Moi, j'en ai déjà. Ouais, un petit peu. Allez, Augustin. Merci. Eh bien, salut tout le monde. Salut Augustin, salut Manuel. Salut Romain. Nouveau podcast aujourd'hui, accompagné d'un grand verre d'eau. Tu dis pas bonjour, toi. Ah, bonjour, pardon, excusez-moi. T'en as plus rien à foutre. En mode roue libre, quoi. Manuel, récemment, t'as reçu un commentaire sur ta chaîne YouTube qui t'a donné une idée. En fait, c'est un fan qui a donné une idée, un fan. Un abonné. C'est un mec qui a commenté, hein. On se détend. Hein. On a reçu une idée de votre part de podcast. Donc, déjà, merci de réagir avec le hashtag TechOut sur Twitter et sur les vidéos de chacun. J'allais dire et chacune, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr avec Augustin. C'est vrai. Pourquoi cette violence ? Je sais pas. C'est pas violent, c'était la journée de la femme il y a pas très longtemps. Tu te détends. Être une femme n'est pas violent. Avoir peur avant de monter son business ou d'entreprendre. Je pense que tout le monde a peur dans sa vie de plein de manières différentes. Pardon, je vais changer de sujet parce que ça me fait chier. N'accusez pas la prod. Si vous entendez ce bruit, c'est ma clope électronique. Il n'y a pas de problème avec les micros. Voilà, parce que j'ai vu des gens qui disaient ça. Ouais. Donc, et personne n'est atteint non plus du coronavirus, on vous rassure. Non, et j'ai pas non plus de... Tu sais comment ça s'appelle ? Non, ça allait être... Non, ça allait partir beaucoup trop loin, Augustin. Donc, un mec a posé un commentaire, et on le remercie, pour dire, est-ce que vous pourriez faire un épisode sur la peur de se lancer ? Alors, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était la peur de lancer son business ou la peur de se lancer sur YouTube. C'était pas extrêmement précis, mais je trouve que c'était une belle occasion de parler finalement de ce qui... malheureusement drive beaucoup de gens, nous tous d'ailleurs dans nos vies, qui sont nos peurs en fait. On a tous peur de quelque chose à un moment donné, alors soit tu vois ta première relation, soit la peur de quitter la maison aussi quand tu vas habiter pour la première fois tout seul, la peur de te lancer dans le business. Il y a plein de peurs que... Putain, t'étais pas du tout sûr de ce que je disais. Il y a plein de peurs différentes, et d'un autre côté pour moi... Pardon. Moi je me suis cogné. Pardon, c'est moi. Alors, c'est là où on voit qu'il y a deux poids deux mesures, parce que je pense que si ça avait été Augustin, il se serait fait pulvériser la gueule. Bon voilà, désolé Augustin, c'est l'injustice, la vie est injuste. Oui, on le sait. RIP au micro-rod. Vous avez déjà eu peur ? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous souvenez vraiment d'avoir eu peur et d'avoir vraiment réfléchi pour prendre une décision, qu'elle soit tout petite ou très grande, et après j'en viendrai à ma propre expérience ? Moi il y en a plein. Moi j'ai peur tout le temps. Je descends dans le métro, j'ai peur. Je prends l'avion, j'ai peur. Il y en a eu beaucoup. Je pense que la plus grosse décision, c'est à l'époque où je me suis lancé entre guillemets sur YouTube avec Pierre Cross à l'époque en tant qu'auteur. Je sortais d'un boulot un peu lambda chez Lagardère en district télé. J'en avais eu un peu ras-le-bol. Ils vont être contents. Oui, non mais c'est des. Ouais, c'est des amis. C'est des amis. Ah, oui, non mais sûr. c'était. Et là, t'es passé de quoi ? T'es passé d'un CDI à être en fait entrepreneur ou... En fait, justement, j'ai pris une pause en me disant je vais réfléchir. Je suis parti bosser un peu à l'étranger. Quand je suis revenu, on m'a proposé ça et j'avais le choix entre un CDI plutôt bien payé et Pierre qui me proposait ce truc-là d'auteur un peu à l'arrache au début en tant que je passais mal payé. Plutôt très mal payé. Et là, la décision, tu te dis bon, est-ce que je joue la sécurité ou j'essaie de faire ce que j'aime ? Et je me suis rendu compte que j'étais bon en tant qu'auteur, ce que je ne savais pas. Et du coup, ma vraie peur, ça a été de me lancer en me disant j'y vais et peut-être que je suis pas bon. Donc d'un autre côté, ça t'a donné l'opportunité de te réaliser un petit peu aussi. Ah ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y aurait pas eu cette opportunité-là, je serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Non, vraiment, sans Pierre, je serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Peut-être, mais Ou je l'aurais fait plus tard, ouais. Et c'est surtout ça en fait. Je pense que je l'aurais fait plus tard, l'opportunité a fait que je me suis lancé plus tôt et que j'ai... Voilà, c'est un truc qu'on refuse pas. Donc à surmonter la peur de te lancer en fait. C'est plus que la me peur lancer. du vide. Pour moi, c'est du vide et de ma capacité à le faire. Parce que il y a des trucs où on peut se lancer, on se dit je sais que je suis bon, je peux y aller, mais j'ose pas. Là, c'était j'ose pas et je sais pas si je suis bon là-dedans. Pourquoi tu vas au spa ? Ouh. Non, alors là, vraiment, je valide pas. Mais non. Tu sais que t'as des bruitages quand tu rates des vannes sur ta platine. Ouais. Il se les applique pas lui-même. Non. Voilà. Manuel, est-ce qu'il y a une peur qui te revient ? Alors qu'elle soit perso ou pro, mais est-ce qu'il y a un moment vraiment où t'as... Je parle rarement de ma vie privée en public, Romain. Donc, on est qu'entre nous là. Écoute,
Écoute, oui, il y en a plein. Enfin, moi, ce qui me terrorise le plus dans la vie, c'est moi, quand même. Moi, j'ai peur de moi, quand même. J'ai peur de mes réactions sur certains trucs. Je m'en veux. Après, bon, c'est trop tard. Mais tu veux que je te balance quoi? Une anecdote, en fait? Je sais pas. Et justement, tu me dis que tu as peur de toi, mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses où il y a une partie de toi qui se sent de le réaliser, il y a une autre partie qui sait pas comment elle va réagir sur le long terme. De quoi tu as peur et dans quelles circonstances principalement? Non, disons que moi, je suis drivé par des façons de procéder, des principes. Il doit y avoir un héritage dans l'éducation et aussi une façon d'avoir construit ce que j'ai fait aussi dans le business. Il y a des grands principes qui me drivent et je suis capable pour être conforme à un principe qui est important pour moi, de prendre une décision qui n'est pas forcément mon intérêt immédiat. C'est-à-dire que j'aime pas trop le truc court-termiste si ça doit violer un de mes principes. Je préfère retarder un projet ou ne pas aller dans mon intérêt immédiat pour ne pas trahir un principe. Voilà. Donc ça peut être un défaut. Ok, donc parfois tu te bats contre toi-même, quoi. On a des discussions, on n'est pas toujours d'accord. Ouais, je vois, ok. Bah, pour parler un petit peu de moi, les peurs... Non, on s'en fout, en fait. Sujet suivant. Sujet suivant. Non, mais les gens se demandent souvent, t'as jamais eu peur quand t'as démarré sur YouTube, puisque c'est la première activité que j'ai démarrée en étant un peu solo, en arrêtant les cours, etc. Ben, j'avais pas vraiment de peur dans ce milieu-là. Je sais pas, je pense savoir pourquoi, et on en a beaucoup parlé tous les trois, parce que je suis d'une famille où il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, donc en fait, risquer une partie financière, risquer une partie de sa vie à entreprendre quelque chose, ça a été j'ai été baigné là-dedans, donc j'ai pas vraiment peur de risquer. Au pire, j'ai pas peur d'apprendre. Donc je me dis, dans le pire des cas, tu te plantes et ça te crée une opportunité pour apprendre quelque chose. Maintenant, j'ai développé, je pense, d'autres peurs qui sont plus personnelles, plus affectives. Tu vois, je pense que j'ai besoin de m'entourer de certaines personnes à certains moments. J'ai besoin d'avoir, pas beaucoup, mais 2-3 piliers vraiment sur lesquels compter tous les jours dans plein de sujets différents. Donc je pense que c'est plus une peur de me retrouver physiquement tout seul à un moment donné avec plein de choses que j'ai entrepris à plusieurs, plutôt que d'entreprendre et de continuer d'entreprendre plein de choses. Vraiment, tu vois, je pense que c'est plus ça de mon côté. Vous allez découvrir que Romain est un affectif et que il a. Alors, il y a des trucs qui lui font pas du tout peur et qui feraient peur à des tonnes de gens autour du business, autour de l'investissement, autour de tout un tas de sujets en fait, qui ne lui font pas du tout peur. Alors là, il me regarde terrorisé parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il va dire. Ouais, c'est exactement ça. Mais les gens vont penser qu'il faut venir me faire des câlins en convention. Surtout pas. Gardez vos mains dans vos poches. Non, pas du tout. C'est pas ça quand tu veux dire affectif. Mais Romain est un affectif, c'est vrai, je peux en témoigner. Il a quelques personnes qui sont des points de repère et s'il les a pas, il perd. Voilà, la boussole s'affole un peu, quoi. Ben, je pense avoir. Ouais, je trouve que c'est une peur qui est aussi une force. Hein. Ouais, dans les deux cas. Qui peut l'être. Voilà, mais d'un autre côté, si demain ça vient à changer, je pense aussi avoir un caractère pas mal instable de temps en temps. Tu vois, je pense que si j'avais pas l'entourage que j'avais là, voilà, Augustin, il va réagir 2 fois dans le podcast et puis ça sera pour me défoncer. Non, mais c'est vrai, je pense d'un autre côté avoir risqué tellement de choses très rapidement sans me soucier, mais absolument pas des conséquences, que d'un autre côté, parfois, je pense que si j'avais pas été entouré de la même manière, aujourd'hui, ces peurs-là se transformeraient en conneries. En fait, il y a 2 types de peurs. Il y a les peurs réelles. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai pas mal travaillé, parce que finalement, ce sont des leviers quand tu t'intéresses au management. Si tu gères des équipes, si tu crées des boîtes, si tu essayes de faire des choses en collectif, il faut t'intéresser à ces sujets, parce que si tu t'intéresses pas aux gens, tu peux pas les aider à se dépasser, à se battre pour toi, à créer un esprit d'équipe, etc. Et finalement, si tu creuses notamment les travaux des anthropologistes et autres sur ces sujets-là, tu te rends compte que, pour faire simple et un résumé rapide, il y a 2 types de peurs. Il y a les peurs réelles et il y a les peurs irréelles. Donc les peurs réelles, c'est celles que on peut tous comprendre, c'est
je sais pas moi, t'as un pitbull qui te court dessus, la bave aux lèvres, t'as un gamin sur l'autoroute en train de jouer avec un ballon, tu vois, c'est ma blague préférée, tiens, voilà, un ballon, on va jouer sur l'autoroute. Un mec très menaçant où tu sens qu'il va t'en coller une et tu vois le bras levé, etc. Donc voilà, ça c'est... Mais c'est de l'instinct même, Voilà. c'est même plus de la peur, tu la ressens pas, c'est instinctif. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle les peurs réelles, c'est comme ça qu'elles sont catégorisées. Et puis tu as les peurs irréelles, qui présentent finalement aucun danger, mais elles proviennent plutôt de l'imagination, et de l'imagination qui est mal utilisée. En fait, elle est même reliée à des traumatismes. Elle est reliée à des traumatismes souvent construits dans l'enfance. Écoute Augustin, c'est fort. Oui, non, j'écoute. Augustin a une Il dit enfance, oui. une enfance complexe. Et donc là, pour le coup, on est victime de notre imagination. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose et notre esprit va fabriquer une peur par volonté de nous protéger, en fait. Mais pour autant, il ne s'est encore rien passé. La peur n'est pas matérielle, elle est imaginée. Et elle est imaginée en résonance d'une blessure qui existe et qui existe depuis longtemps dans notre éducation, notre parcours. Pour donner quelques exemples, ça pourrait être la peur de faire rire de soi ou la peur du ridicule. Bon, ben ça peut être lié à un traumatisme où effectivement on t'a ridiculisé quand tu étais petit, etc. Et Du coup, tu vas avoir peur d'ouvrir ta gueule plus facilement, quoi. tu vas avoir moins d'autodérision parce que tu vas vouloir être un peu plus juste parce que tu es traumatisé par ce truc. Ou La la peur du peur, regard des autres. la Moi, peur c'est plus mon parcours, ça me parle. Tu vois. Quand j'étais petit, on se moquait de moi. Alors, attends la liste parce que je pense que tu peux cocher plusieurs cases, Augustin. Oh, le bâtard. La peur de l'avenir. Donc ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de l'avenir, la peur de manquer, qui va créer des réflexes très protectionnistes. Non, mais ça, on sait pourquoi. Augustin. Oh, Mais ça existe chez des gens. Donc du coup, ils vont prendre peu de risques, ils vont avoir du mal à. T'en parles souvent, Romain, à acheter des actions parce qu'il y a une part de risque, d'incertitude. C'est les gens qui vont être plutôt économes, plutôt. Tant que la caméra elle marche, il faut pas changer, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. La peur de la maladie, la peur de la mort, ça peut être le traumatisme d'avoir perdu quelqu'un prématurément, la peur de se tromper, la peur de l'échec. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de retenir aussi des choses derrière ces peurs. Alors moi, je suis contre le positivisme ambiant qui est de dire non, mais les peurs, c'est pas grave, machin, etc. Ah, vous m'en avez parlé juste avant ça. Il faut arrêter avec ces conneries. Les peurs, elles existent. Il faut les gérer, il faut travailler dessus, il faut les affronter. Et plus on va les affronter, et plus on va les comprendre, et plus on a des chances de, du coup, vivre avec. On va pas pouvoir défaire le passé. Donc, ce qu'il faut manager pour l'avenir, c'est vivre avec ses peurs, les comprendre et les apprivoiser. Parce que chaque fois qu'on va nourrir sa peur, c'est comme si on l'encourageait. Donc il vaut mieux essayer de ne pas nier son existence, il vaut mieux essayer de se dire ok, cette peur, elle est là, je fais un travail sur moi pour essayer de me rappeler d'où elle vient, et je vais devoir maintenant l'affronter pour essayer de ne pas la nourrir, mais plutôt la comprendre. C'est vachement philosophique. Ça, après, pour des gens plus terre à terre, c'est limite de la méditation vers là où il faut aller pour se comprendre à ce point-là. En fait, plus la peur est grande, plus la blessure initiale est importante. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut essayer de l'identifier, il faut essayer d'aller la chercher, et puis ensuite, il faut travailler dessus. Mais tu penses que tout vient de là? Par exemple, un père de famille aujourd'hui qui a 2 enfants, qui a une situation correcte, mais qui ne lui plaît pas forcément tous les matins de se lever et d'aller bosser, c'est pas forcément une peur qui vient de l'enfance. Le fait de se dire, j'ai quand même 2000 balles à foutre tous les mois pour que ma famille puisse vivre, mais d'un côté, je sais pas pourquoi j'ai peur de me lancer tout seul. Tu vois, comment gérer ça, quoi, d'un autre côté? C'est la base de la psychanalyse. Hein. C'est que tu te constitues dans tes 6 premières années majoritairement, en fait, et ce qui va s'y passer dans ces 6 premières années va être constitutif de à peu près tous tes choix après. Si tu prends un peu de temps et que tu réfléchis à ça, tu as des chances de appréhender ces peurs, du coup mieux vivre avec et du coup te libérer d'une partie de ces peurs-là. Rien n'est jamais définitif, mais en attendant, si tu n'y réfléchis jamais, si tu travailles pas dessus, alors ta vie sera entièrement drivée par tes peurs.
Et ça, c'est plutôt une façon de subir la vie plutôt que de la piloter. Et pour moi, c'est assez insupportable. Mais il faut en parler surtout, en fait, je pense que c'est le plus important. Ça me fait penser à un concept que fait Angelo Follet, Ah, je l'adore. qui est un musicien très 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 bon, mais qui a aussi un compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur, Tout à fait. où les gens envoient des messages de leur peur et lui répond avec un peu des citations et ce genre de choses. Il y a des vidéos, c'est sur son Instagram. Et il fait des il est en train conférences. d'écrire un bouquin là-dessus. Il écrit des bouquins et il fait des conférences. Voilà. Et c'est connaissais vraiment... pas. Angelo Follet, Balance ta peur, vraiment contenu très très quali. Ouais, exactement. Et si j'avais un truc à rajouter là-dessus, c'est que le côté positif, c'est que derrière une peur, il se cache toujours un désir. Mais un désir qu'on connaît souvent pas. Mais derrière cette peur, il se cache un réel désir. Et tout l'enjeu dans l'affrontement de sa peur, c'est d'aller découvrir le désir qu'il y a finalement derrière cette peur. Je m'explique. Si tu as peur de te lancer sur YouTube, c'est peut-être parce que finalement ta peur initiale, c'est d'être ridicule, le regard des autres, les commentaires, ce que vont dire tes proches, etc., etc. Derrière cette peur se cache peut-être le désir de s'accomplir, d'avoir des points de vue, de ne pas en avoir peur, d'être capable de les étayer, de les exprimer clairement. Se cache peut-être un désir de reconnaissance, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que derrière une peur se cache un désir. Et le fait d'affronter sa peur, c'est aussi la capacité à assouvir un de ces désirs-là. Donc n'ayez pas peur d'avoir peur et essayez de découvrir ce que derrière cette peur se cache positivement, quel est votre réel désir. Mais est-ce que la peur, parfois, est pas là pour nous protéger ? Est-ce que le fait de ne pas se lancer tête baissée dans un projet d'entrepreneuriat, comme je le reprenais tout à l'heure, alors que tu as déjà une vie de famille avec des besoins à subvenir et autres, et que tu n'as pas pu entreprendre plus tôt pour pouvoir mettre plus de côté, pour pouvoir entreprendre plus facilement avec moins de risques, est-ce que cette peur-là, elle n'est pas finalement naturelle et ne te protège pas indirectement en te disant, bon, peut-être qu'il y a des étapes à terminer avant parce que tu n'as pas pu t'y prendre différemment avant. Mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, justement, mais je pose des questions, justement. Mais c'est très bien. Mais la peur, c'est de la morphine. Ça soulage, mais ça soigne pas. D'accord. Ok. Ok. Donc, tu peux être accro à la morphine et tu peux devenir accro à la morphine et penser que tu es soigné. Mais la réalité, c'est juste que tu es dans l'évitement. Tu n'as pas encore affronté ta peur. Et tu n'y fais pas face. Et tu ne règles pas ce qu'il y a dans cette peur pour essayer de la comprendre, de la décortiquer, de l'affronter et de la manager et de découvrir le désir qui est caché derrière cette peur-là, en fait. Donc, voilà, moi j'encourage plutôt les gens à affronter leur peur et à se poser des questions. De toute façon, se poser des questions sur soi, en général, c'est jamais une perte de temps quand c'est bien fait. Voilà, je vois que ça vous inspire. Ouais, non, mais c'est trop bien, c'est trop intéressant. Tu parles de gérer cette peur, mais est-ce que du coup, et nous, je pense qu'on a essayé justement de faire face à certaines peurs avec Augustin parce qu'on a vachement changé nos habitudes d'entrepreneuriat en arrivant avec Imagine Flux, avec les gestions de production, avec d'autres créateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des activités à faire où justement tu disais de se recentrer sur toi ? Moi, je m'intéresse de plus en plus à la méditation. C'est encore très très abstrait parce que je maîtrise zéro. Par contre, il y a quelque chose qu'on maîtrise tous ici, c'est les activités sportives. Et il y a des choses qui te permettent psychologiquement de faire face plus facilement à des problèmes qui t'auraient paru énormes il y a de ça 2 ans quand tu n'avais pas vraiment de routine positive avec le sport associé. Toi, Manuel, je pense que ça te parle. Et Augustin, tu me l'as dit en plus récemment quand on faisait nos séances, etc. Tu m'as dit, bah, tiens, je me sens mieux, ça, je vais le gérer. Il y a des choses en fait où tu pouvais réagir beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de crainte qu'avant. C'est sûr, mais ça enlève pas la peur quand même. Ça aide sur beaucoup de choses à dire alors je vais pas dire des petites peurs, mais On peut balancer quand même. c'est-à-dire Non, Augustin a peur des vélos. On ne sait pas Mais pourquoi, pas du tout. mais on ne sait Zéro. pas qu'est-ce pourquoi. qu'il dit? Il y a un truc, il a la phobie des vélos en fait. Non, Il n'y a que de la nicotine dans ce que tu... Non, ça m'aide sur des petites peurs, des petits trucs quotidiens, mais sur les gros gaps entre guillemets, je sais pas si le sport suffit. Je pense qu'il faut vraiment se faire violence en disant j'y vais et j'oublie tout ce qui est à côté. Ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'il y a plusieurs peurs là-dedans. Il y a d'abord le fait de se retrouver dans un environnement que tu connais pas bien. Tu vas aller dans une salle. Tu es regardé par les autres. Deuxièmement, le regard des autres. Troisièmement, tu vas faire face à toi-même en fait. Donc, est-ce que tu vas y arriver, pas y arriver? Je pense que dans tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet miroir. C'est-à-dire que
tu dois surmonter des petites peurs les unes derrière les autres pour finalement te retrouver une espèce de considération et de chemin vers l'atteinte d'objectifs que tu n'aurais peut-être pas cru possible. Et c'est là, bon, moi, je ne suis pas objectif parce que je suis suivi par un coach qui m'encourage tous les jours et qui m'aide à progresser. Mais c'est là où je pense que l'accompagnement est crucial et que J'allais y venir. Il nourrit d'ailleurs des piliers différents, mais il y a l'aspect évidemment physiologique, c'est est-ce que tu vas arriver à faire quelque chose, mais il y a aussi l'aspect mental, il y a aussi l'aspect nutritionnel. Tous ces trois éléments, ils doivent être managés et effectivement, le rapport que tu as avec un coach peut t'aider à te dépasser, te surpasser. Anatole, je t'embrasse. Alors dans le sport, je comprends le fait de se faire accompagner. Par contre, il y en a qui confondent justement avant de gérer leur peur, tout seul en entrepreneur, ils veulent directement être accompagnés par des associés ou par des gens même qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec leur business principal, mais ça les rassure de se dire je ne serai pas tout seul à avoir peur parce que lui va gérer telle partie, ça sera plus facile. Mais je pars personnellement du principe que deux personnes qui ont peur et qui ne se connaissent pas déjà elles-mêmes ou qui se connaissent mais qu'en mode pote et qui ne savent pas vraiment comment elles vont réagir face à certaines situations, c'est pire que de bien gérer quelque chose tout seul avec la moitié d'un business mais qui fonctionne bien. Les gens essaient de très vite s'entourer, on voit même, on voit combien de levées de fonds on voit dans ce business avec des gens qui disent « Oh j'ai peur mais ça y est, ça va mieux parce que j'ai une levée de fonds à 10 millions. » Bah en fait non, l'argent va t'aider en strictement rien puisque tu ne sais déjà pas gérer ta boîte avec zéro. Comment tu vois, moi j'en vois beaucoup comme ça. Mais sur le début, te dire je monte une société, mais c'est pas une question de peur, peut-être que si, ça rassure un peu. Je trouve. Mais si tu ne sais pas gérer l'administratif, que tu n'es pas bon au niveau comptable et que c'est des trucs que tu ne fais pas naturellement, ok, mais ça t'enlève justement cette peur-là pour avancer mieux. Je suis désolé. Après, au bout d'un moment, quand le mec, tu vas bosser avec lui, tu vas comprendre comment ça marche parce que tu vas être à côté de lui. Ok, c'est intéressant, ok. Mais je trouve que dans un premier temps, c'est bien de s'entourer pour apprendre aussi. C'est-à-dire que si tu fais le truc à l'arrache, tu as peur, du coup, tu l'affrontes pas. Je pense que s'entourer, ça t'aide à avancer. C'est-à-dire que tu te mets avec le mec, tu fais « Ah, c'est comme ça. » Et tu as soulevé l'administratif Voilà. juste avant de laisser la parole à Manuel. Évidemment, dès lors que vous montez une société ou quelque chose de différent d'un CDI à signer, entourez-vous, au moins une fois payez 1 heure d'avocat pour comprendre quelque chose et payez-vous un comptable. Ça coûte pas grand-chose. Un comptable, alors attends, je vais juste revenir à quelque chose. Un comptable dépendant de ton chiffre d'affaires tous les mois, ça coûte entre 150 € et plusieurs milliers d'euros si tu as une boîte qui fait des millions. Mais je veux dire, dépenser 100 ou 150 € par mois avec un comptable qui va t'accompagner en croyant à ton projet et qui du coup lui aura un intérêt de pouvoir te facturer plus quand tu gagneras plus, je trouve pas que c'est un gros risque financier en démarrant une boîte, tu vois, pour s'enlever beaucoup de merde. Moi, je suis plus fan des avocats que des comptables. C'est-à-dire que je demande aux comptables de compter, c'est leur métier, et de respecter les procédures administratives. Ils le font très bien. Je trouve de payer en temps et en heure. On sous-utilise les avocats en France, alors que dans les pays anglo-saxons, on utilise beaucoup plus les avocats. Et je pense que les avocats ont une contribution possible au business qui est très intéressante parce que justement, ils sont habitués à appréhender le risque. Ils savent ce que c'est puisqu'ils plaident en fait, donc ils t'aident à appréhender le risque. Ils sont moins rigoristes et plus dans le management du risque. Mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est pas parce que tu t'entoures beaucoup que ça va amoindrir ta peur, c'est irrationnel. Je reprends mon exemple de la morphine, c'est-à-dire que y a un aspect rationnel qui est tu rajoutes des compétences sur quelque chose que tu sais pas bien faire et à partir de là, effectivement, ça va te soulager sur l'instant. C'est-à-dire que effectivement, il y a quelqu'un qui va apporter ses compétences et qui va t'aider à faire quelque chose. Mais il faut surtout s'intéresser au fait d'apprendre dans ce domaine-là. Mais c'est pas parce que tu vas rajouter plein de gens autour de toi que tu auras moins peur. On ne parle pas forcément de rajouter plein de gens. Moi, c'est juste sur un domaine où tu te sens un peu moins bon et tu te dis ça me fait peur. Moi, je trouve que s'entourer, ça peut justement te permettre d'affronter ta peur. Personnellement, j'ai démarré vraiment tout seul dans plein de catégories que je gérais pas très bien et j'ai voulu apprendre à gérer mieux telle et telle catégorie avant de m'entourer d'une personne pour bien gérer une catégorie, pour pouvoir la manager aussi beaucoup mieux. Moi, je suis partisan du eat your own dog food. Aller apprendre à quelqu'un à piloter un bateau si t'as pas ton permis bateau, je trouve que c'est un peu bizarre. Au bout d'un moment, il peut vite t'entuber, quoi, la personne qui est avec toi, quoi. Exactement. Donc, fais des choses, casse-toi la gueule. Souviens-toi quand tu as eu mal,
Et après, tu pourras effectivement mieux juger les gens qui peuvent t'apporter de l'aide, etc., etc. Mais si tu n'as pas un peu toi-même mis les mains dans le cambouis, ben, c'est un peu compliqué. Est-ce que la peur dépend des objectifs aussi qu'on se fixe? Est-ce que par exemple une personne qui se fixe un énorme objectif, et je reprends mon exemple des startups qui se voient déjà comme Facebook dans un mois alors qu'il n'y a même pas un PDF de créer, excusez-moi, est-ce que du coup cette peur-là elle est d'autant plus importante alors que s'il s'était fixé un objectif assez réalisable ou en tout cas propre s'il travaillait correctement, est-ce que du coup la peur se gère mieux? Par nature, la peur, ce que je disais, elle est reliée à notre imagination et à nos blessures anciennes. Donc elle est irrationnelle. Elle est absolument pas réaliste en fait. Et elle n'est pas du tout proportionnelle au danger. Il y a des gens qui ont une peur irrationnelle d'un certain nombre de choses et qui vont être tétanisés par un certain nombre de choses. Alors que Un poisson rouge. Ouais, ou je sais pas moi, la peur du vide. Tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est assez psychologique. Bon, ça. ok, tu rentres dans un téléphérique, tu as peur du vide, t'es pas rassuré. Pour autant, ça enlève pas le fait que ce téléphérique, il est fiable, il a été révisé, machin, etc. Ou Donc, tu peux t'écraser, hein, évidemment. La Les peur, deux, la peur n'exclut pas le danger, Gens vont en fait. détester. Donc, est-ce que c'est utile d'avoir peur? Ah oui. Bon, bah, Augustin dit un grand ah oui. Non mais en oui, fait. en fait je parle de la peur dans le sens un peu stress où tu t'es là. C'est pas de la peur, c'est de l'adrénaline, ça. Mais c'est pareil, moi. Ah non. Je dis toujours que. Ça dépend de ta nature, mais c'est marrant parce qu'on voit vos deux natures qui Ah, sont c'est Non, mais drôle. moi je dis toujours les tournages où c'est la merde, où tout le monde a peur que ça. Moi j'adore ça, dire mais non, c'est là que j'aime bien faire. Tout le Mais monde non, déteste, on va y sauf arriver. Augustin. On va trouver le plan B, ça va le faire. C'est pour ça que tu es au contact des clients à partir de là. Moi, je suis derrière la tu gères les caméra. tournages, c'est pour Voilà. ça. Voilà, mais ça j'aime bien, mais c'est pas là mais je considère même pas ça comme de la peur, puisque de toute façon, tu as déjà vaincu ta peur quand tu es parti sur ton agent en te disant il va forcément y avoir des merdes. Mais après, la gérer, Ouais, ça, tu m'énerves là-dessus d'ailleurs. c'est-à-dire. Avant un tournage, je suis en mode ok, non, mais ça c'est bon et tout. Oui, mais arrête de stresser, de toute façon, il y aura une merde. Ben non, ta gueule, Non, justement. mais je c'est vrai suis que là la dernière pour- fois, il n'y en a pas eu du tout. C'est assez rare pour le noter. Mais j'aime bien quand même gérer ce côté stress en disant genre non, mais calmez-vous, ça va bien se passer. Voilà. J'aimerais qu'on enchaîne sur une question que parfois on ne se pose même pas. C'est est-ce qu'il faut dire oui aux propositions qui nous entourent pour avoir justement un sentiment de réussite et se sentir moins peureux en fait. Parfois ça peut nous rassurer de voir des gens qui croient en notre projet et qui nous disent « Ah mais moi je pourrais faire ça avec toi si tu veux » et toi t'es pris dans ton projet donc tu te dis « Ah ben le fait de lui dire oui, je peux peut-être ressentir un sentiment de peur qui est moindre parce que je vais sentir que mon projet décolle. » Alors que c'est pas forcément la réalité, c'est peut-être juste des gens qui veulent profiter de toi ou qui trouvent ton idée bien au point d'en profiter à 3% avec toi et à 97% tout seul, tu vois. Comment réagir à ça quand tu débutes ta boîte, tu as envie de parler de tout à tout le monde, tu gardes très peu de choses pour toi parce que tu as envie d'esclaffer au monde entier toutes tes idées brillantes. D'esclaffer. Ouais, D'accord. d'esclaffer. Pourquoi D'accord. pas, pourquoi non, pas. mais je... Non, Non, mais je remarque qu'il a plus de existe, vocabulaire qu'avant, c'est tout. Ouais. Je le note. Comment mec- comment vous avez réagi à ça lors des premières propositions? Ou toi, Augustin, tu as dû avoir plein de créateurs quand tu as bossé avec Pierre qui t'ont dit « Ah ben moi j'aimerais faire ça avec toi. Moi, j'ai beaucoup dit non, mais après Pierre. » Ok. J'ai beaucoup dit non. On m'a proposé des choses, j'ai dit non. Bah, je pense que c'est la clé. Voilà. C'est-à-dire que que tu aies des propositions, c'est super. C'est pas ça qui va gérer tes peurs, en fait. Ça peut te rassurer, un tant soit peu, mais ça va rien régler dans le fond, en fait. Il faut profiter du chemin que tu fais pour apprendre. D'ailleurs, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un grand miroir qui t'est tendu, en fait. Ah, c'est pas mal ça. Tu apprends énormément de choses sur toi, sur tes limites, sur ce que tu dois bosser, sur tes peurs, sur tes qualités aussi, évidemment, et quelle est ta contribution à un projet, sur la nécessaire complémentarité, sur le fait de t'adjoindre des forces que tu n'as pas naturellement, etc. Donc, c'est ça, entreprendre, de mon point de vue. Donc, est-ce que quand on débute dans l'entrepreneuriat, il faut tout de suite se prendre pour Bill Gates avec un planning surchargé pour bien analyser toutes les propositions qui nous sont faites et moins ouvrir les bras facilement? Ou est-ce qu'on arrive à quand même garder un sentiment naturel aux gens qui nous entourent? Parce que je te donne un exemple, mais peut-être que le tonton qui a la caméra, il va vouloir te dire « Ah non, mais moi je viens filmer ça avec toi, puis on monte la société ensemble. » Tu vas pas savoir comment dire non, puisqu'en fait c'est quelqu'un de ta famille à qui t'en as parlé juste pour avoir un avis, puis qui veut direct s'incruster dedans. Enfin, moi, je pense qu'il faut apprendre à dire non, en fait. Et il faut apprendre à dire non poliment. C'est ça qui est difficile. C'est ce que j'ai dit Mais, juste après. C'est tellement dur.
finalement, on s'enrichit beaucoup, beaucoup plus intellectuellement, moralement sur soi. On en apprend plus en disant non et en faisant. À partir du moment où tu fais, où tu as compris tes limites, où tu as compris un minimum de choses, après, peut-être que tu pourras dire oui. Mais le oui, il doit être très, très, très rare au début. Alors les gens qui savent pas dire non, et ça peut peut-être les aider. Moi j'ai peut-être une phrase, vous me dites ce que vous en pensez, hein. Je teste. Hein. Vas-y. Mais une personne très difficile, tu sais, où elle serait très difficile de s'en débarrasser, j'ai une phrase qui marche plutôt bien, c'est le fait de ça se dit se flageoler ? Non, se flageller. Oh là là. flageller. Alors flageoler, c'est les trucs que tu manges là. C'est pas Tu tout te à donnes fait des pareil. flatulences. Ça n'a aucun rapport en fait. Donc le fait de se mettre dans une posture très très inférieure, parfois ça aide dans le sens où quand il y a une personne vraiment qui force pour faire quelque chose avec moi et que j'en ai pas envie, souvent je lui dis tu sais vraiment j'ai peur que mon projet n'aille pas jusqu'à tes espérances, je pense vraiment que pour l'instant mes idées sont toutes petites et je pense que tu vas très vite t'ennuyer, c'est pas la meilleure chose à faire. En mode faux cul quoi. Ça j'adore faire ça, c'est très facile de Ça, s'en tu peux débarrasser. moins le faire aujourd'hui. Écoute, ça Ouais bon d'accord, je vais Ça pas... marche au début, d'accord. Peut-être que ça peut soulager ta conscience, mais je pense que tu peux donner des noms tout à fait polis en disant écoute, merci beaucoup, merci de ta proposition, merci de ton intérêt. Je vois effectivement que tu as beaucoup de motivation et je vois ce que je pourrais retirer de ta contribution, mais pour l'instant, je suis il est beau, et notez ce mail, hein, il est magnifique. Je suis à un stade où j'ai besoin d'apprendre par moi-même et tu peux dire merci de ta contribution, merci de ce que tu pourrais apporter, mais pour l'instant, j'ai besoin d'apprendre par moi-même. Voilà. C'était parfait. Et c'est une façon polie de dire non, en fait. Qui peut t'en vouloir de dire non comme ça, en fait ? Personne. Donc, dire oui personne ne rationnelle. t'enlèvera pas plus de peur, au contraire, ça va plus freiner tes projets si tu sens pas que la personne, c'est toi qui l'as réellement choisi pour ses compétences. Apprends à dire non, ouais, c'est le meilleur conseil. Ouais, Après, et puis, les gens vont te dire ah, mais si tu dis tout le temps non, tu peux rater des opportunités vraiment intéressantes. c'est vrai. ça, Le ouais, fameux coup de chance, le fameux Mais c'est vrai. truc. C'est vrai. c'est totalement vrai. C'est vrai. Mais à un moment, il faut Je suis l'avocat du diable. Hein, mais... aussi être conscient du fait que tu dois... si tu as choisi d'entreprendre quelque chose, si tu as choisi d'entreprendre un projet, ça veut dire que tu veux diriger et le tempo, et le planning, et les thèmes, etc. etc. Donc, en fait, tu dois présider à ce destin-là. Personne... Donc, c'est toi qui dois dire quand est-ce que tu décides que tu as besoin de quelqu'un ou pas, etc. etc. C'est pas parce qu'il y a des sollicitations externes que c'est le bon tempo, le bon moment, etc. Personnellement, j'ai eu 2 phases. Quand j'ai débuté, j'étais à beaucoup d'événements. J'essayais de rencontrer beaucoup de gens sans pour autant en dire beaucoup. Mais ce que je voulais, c'était écouter beaucoup. Comprendre comment entreprenaient les autres, dans quel domaine ils étaient bons, dans quel domaine ils étaient moins bons, pour essayer d'apprendre beaucoup sur ce qui se faisait déjà dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a eu la phase, j'ai envie de dire, un peu plus solitaire, où là, je sais vers où aller, je sais comment gérer mes décisions pour aller à mon objectif. Et dans ce cas-là, c'est à moi, comme tu le dis Manuel, de manager mieux mon temps, de me rendre moins disponible à tel ou tel événement, puisque à ce stade-là, tu sais déjà où tu veux aller, tu as déjà toutes les inspirations qui sont là et tu n'as plus forcément besoin d'être autant à l'écoute du monde extérieur qu'auparavant. Et je pense que tu avais raison dans plein de points. C'est pas parce que tu loupes 3 événements ou que tu ne vas plus à d'événements que tu vas forcément échouer ou ne pas réussir. Tu auras peut-être d'autres décisions que tu vas prendre parce que tu n'auras pas été sollicité par d'autres demandes extérieures. Quoi qu'il en soit, tu arriveras à un autre point B, mais c'est pas pour autant que le point B sera moins bien, le fait que tu aies pas accepté les sollicitations extérieures. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, je suis d'accord. Les gars, merci. Merci d'avoir échangé autour de ce sujet-là. Je pense que ça va nous faire beaucoup réfléchir. Peut-être que vous avez retenu des séquences qui méritent un podcast à elles seules. On parlait le fait de savoir dire non. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne plus d'exemples concrets pour vous en parler. Dites-nous ça sur le hashtag Takeout sur Twitter. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. Merci Augustin, merci Manuel. Merci beaucoup. Merci. Ciao tout le monde. Bye bye.